Yorana Kauhanui. Aujourd'hui, on parle d'un sujet à la fois humain, social et souvent méconnu, la mise sous tutelle. Qui peut être concernée, dans quelle situation est-ce que l'on intervient et comment concilier finalement protection de la personne et le respect de sa liberté. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Laurent Mayer, juge des tutelles au tribunal de Papeete, Yorana. Bonjour. Et nous avons Michelle Haching, directrice de l'association tutélaire Temau Aratai, Yorana. Yorana. On va ensemble décoder les aspects pratiques, juridiques et humains de la tutelle. C'est notre sujet du jour dans Manava, votre émission Infoservice. En Polynésie française, 2000 personnes au total sont suivies par les services tutélaires. Donc ici, localement, en métropole, on estime à près de 800 000 personnes le nombre de majeurs protégés, ce qui correspond plus ou moins ici et en France à 1% de la population, un ratio qui est équivalent. Et derrière chaque dossier, il y a une histoire, une personne qu'on aide à gérer ses biens, à défendre ses droits, à préserver sa dignité. Alors, vous ne savez peut-être pas ce que c'est la mise sous tutelle, ne vous inquiétez pas. Justement, Laurent va commencer par cette définition. Qu'est-ce qu'une mise sous tutelle juridiquement parlant? C'est une mesure de protection judiciaire, c'est-à-dire une mesure qui est destinée à des gens qui sont dans l'impossibilité de pourvoir leurs intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de leurs facultés corporelles ou mentales. On a différents types de mesures de protection judiciaire, des mesures d'assistance et de contrôle, ce sont les mesures de curatelle ou de curatelle renforcée, et des mesures de représentation, où on va permettre à quelqu'un de représenter une personne fragile de façon à pouvoir agir en son nom et pour son compte. Cette mesure de représentation, c'est la mesure de tutelle. Et justement, on va rentrer dans les détails un peu plus tard, ne vous inquiétez pas, mais avant, on se tourne vers toi, Michela, pour savoir finalement l'association Temau Aratai. Quelle est sa mission? Comment est-ce qu'elle s'est créée? Est-ce que tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît? Alors, l'association Temoratei, c'est les guides, en traduction. Donc, elle est née en 2017 Mhm. et sous l'impulsion donc de magistrats du tribunal de Papeete, de bénévoles. Et elle a mis en place, ouvert son service tutélaire en octobre 2018. Intéressant. Service tutélaire, qu'est-ce que c'est? Qu'on puisse bien comprendre finalement. Un service tutélaire, c'est des activités de gestion de mesures de protection. Mhm. Hein. On est agréé en fait par le tribunal de Papeete pour pouvoir exercer ces activités d'accompagnement et de gestion des mesures de protection, comme disait Monsieur le juge. Mhm. Voilà. Il faut être agréé en tant qu'entité service de tutelle. Voilà. Dans votre association, vous rencontrez souvent, vous accompagnez des personnes sous tutelle. Est-ce que tu peux nous expliquer les situations, les profils finalement? On est rentré rapidement dans la généralité, mais je suppose qu'il y a des cas qui reviennent, ou en tout cas des cas qui sont peut-être parfois similaires. Alors, aujourd'hui, en fait, on a géré depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui environ 360 mesures de protection Mhm. confiées donc par le juge des tutelles. Le public, le profil des publics que nous avons pris en charge jusqu'ici, nous avons bien sûr les personnes atteintes de troubles mentaux Mhm. ou d'handicap, de déficience intellectuelle. On parle tous que d'adultes là. Hein. Ensuite, on a les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie. Mhm. On a effectivement les personnes qui ont connu des accidents de la vie et qui ne peuvent plus à un moment donné se représenter pour voir à leur intérêt seuls. Donc on est là pour les accompagner. Le public, si on parle du public, on a de tout. On a même les sans domicile fixe, les détenus. Il n'y a pas, voilà, et c'est sur toute la Polynésie. Il n'y a pas un profil type Non, finalement. non, il n'y a pas un profil type. Depuis l'après-Covid, nous avons remarqué une montée de la file active
de personnes âgées. Hmm. C'est vrai que démographiquement parlant, on vit plus longtemps. Donc, il y a beaucoup plus de problématiques liées aux personnes âgées. Et donc, les chiffres ont monté au niveau de cette frange de population. Hmm. Voilà. Je me tourne vers vous, Laurent, puisque finalement, tout à l'heure, vous nous avez parlé de tutelle, mais aussi de curatelle. Alors, si je ne me trompe pas, il y a, dans les grandes lignes, hein, bien sûr, trois différentes choses qui peuvent être mises en place. Il y a la tutelle, il y a la curatelle et la sauvegarde. On peut rentrer un petit peu dans les détails. Finalement, ce sont trois choses différentes et trois, on va dire, échelles différentes de protection. Oui, il y a également l'habilitation familiale, qui est un mandat plus ou moins large qui est donné à la famille, et qui est un degré un petit peu inférieur. Il faut bien voir qu'il y a une graduation parce que les mesures de protection sont à la fois des mesures destinées à aider les gens à les protéger, mais ce sont aussi des mesures restrictives en termes de liberté. Un individu majeur, normalement, doit pouvoir exercer seul ses droits. Dès lors qu'on l'oblige soit à prendre un conseil, soit à obtenir l'accord de quelqu'un dans le cadre d'une curatelle renforcée, où il faudrait qu'il y ait une double signature, voire même à ne plus pouvoir exercer lui-même ses droits, mais à faire exercer ses droits par quelqu'un. Si c'est dans le cadre d'une habilitation familiale, c'est quelqu'un qui est fait un membre de la famille proche et qui est choisi avec son accord et avec l'accord, ou en tout cas sans opposition des membres de la famille. Mais dans le cadre d'une tutelle, la personne qui est choisie pour exercer la tutelle est choisie par le juge, éventuellement sans l'accord des membres de la famille ou sans l'accord de la personne qui, de toute façon, n'est par définition plus à même d'avoir un consentement éclairé. Donc dès lors qu'on désigne un tiers pour exercer vos droits, c'est tout de même assez restrictif de liberté. Il y a ce qu'on appelle le principe de nécessité. Donc le juge doit s'obliger à s'assurer qu'une mesure moins restrictive en termes de liberté n'est pas possible. Donc on doit faire toujours cette espèce de travail intellectuel de se dire, est-ce qu'une habilitation suffirait? Est-ce que c'est un problème temporaire? Alors on va vers une sauvegarde de justice qui est pour une durée d'1 an, renouvelable une fois, donc maximum 2 ans. Est-ce que c'est un problème définitif, mais qui laisse tout de même une certaine capacité d'expression de la personne? On va vers une curatelle avec de l'assistance. Ou est-ce que c'est un problème effectivement sur le long terme, avec une vraie impossibilité d'exprimer une volonté claire, éclairée, et à ce moment-là, on va aller vers des mécanismes de représentation, c'est la tutelle. Et c'est une transition parfaite puisqu'on parle finalement de la durée, hein, de chaque mesure. Là, si on parle de tutelle, Michela, je suppose que ça dépend des différents cas, mais que ça correspond à un délai bien programmé. Oui, le juge expliquera mieux ça. Normalement, la majorité des mesures, c'est pour sur 60 mois. Maintenant, rien n'empêche, quand le juge a prononcé sa décision judiciaire quant à la mesure de protection pour la personne, pour le majeur protégé, rien n'empêche, nous, quand on nous confie la mesure, on voit qu'il y a une amélioration. On peut interpeller le juge pour dire, avec une note, pour motiver pourquoi nous demandons, nous sollicitons une réétude de la mesure qui a été prononcée pour un allègement. Comme le cas contraire, où la mesure prononcée, en l'exerçant, en accompagnant la personne, on s'aperçoit que ça ne convient pas et il faut alourdir la mesure. Donc prendre plus de temps. 60 mois, ça fait 5 ans, c'est bien ça, hein? Alors autrefois, en fait, jusqu'en 2007, les mesures étaient sans durée déterminée. Donc elles étaient éternelles si on ne les changeait pas. Elles pouvaient durer pendant toute la durée de la vie. On a restreint ça avec la loi du 5 mars 2007. On est passé à des mesures de 20 ans au maximum 30 ans. Aujourd'hui, on est au maximum sur des mesures qui vont pouvoir durer au départ 5 ans, donc les 60 mois, voire 10 ans pour la première mesure, si le médecin a précisé qu'il n'y avait pas d'amélioration envisageable de l'état de santé de la personne. Et au moment du renouvellement de la mesure, donc 5 ou 10 ans plus tard, on va renouveler soit pour la même période, soit là encore, si le médecin confirme qu'il n'y a pas d'amélioration envisageable, pour une période qui peut être plus longue, qui peut donc être de 20 ans. Donc on peut très bien prendre une mesure au départ de 10 ans, et au bout de 10 ans, la prolonger jusqu'à 20 ans. La difficulté, si vous voulez, c'est que ces mesures, elles concernent évidemment la personne protégée, mais elles concernent aussi les personnes chargées de sa protection.
Mhm. Et sur les mesures trop longues, la difficulté, c'est pas forcément de se dire il va y avoir une évolution. On a des cas où il y a des évolutions, les cas de schizophrénie par exemple, qui peuvent être stabilisés, mais on a des cas où on sait qu'il n'y aura pas d'évolution, en tout cas pas d'évolution positive. Quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, ça ne s'arrangera pas. Mm. Quelqu'un qui est né trisomique restera trisomique, etc. Donc on a des situations quelquefois qui sont un peu définitives, mais la situation de la personne chargée de la protection, elle évolue. Donc c'est difficile de désigner quelqu'un en se disant que dans 20 ans, il sera encore en situation d'exercer efficacement cette protection. Et c'est pour ça que personnellement, j'hésite à aller au-delà de 10 ans. Je considère qu'il faut revoir la situation avec le tuteur ou avec le curateur. Parce Mhm. que parfois, c'est sa situation à lui qui a évolué. Donc il y a des choses qui peuvent évoluer, hein, comme on vient de le dire, que ce soit une durée qui peut être revisée, qui peut être levée. Ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir comment est-ce que ça commence. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille, par exemple, qui se rend compte qu'une personne n'est plus apte et qui fait une demande? Comment est-ce que ça se passe à la base, vraiment? Comment se déroule la demande, Michela? Alors, monsieur le juge, vous compléterez. Mhm. Ça peut être fait par, par l'intermédiaire d'un signalement. Ça peut être le médecin traitant de la personne, comme ça peut être le voisin, hein, un membre de la famille, bien entendu, comme ça peut être un travailleur social. Voilà. Après, bien sûr, le tribunal met en œuvre des enquêtes, etc., pour effectivement apporter la véracité, si ça s'avère effectivement nécessaire de mettre cette personne bénéficiaire d'une mesure ou pas, hein, parce que, comme disait monsieur le juge, c'est quand même privé de liberté une personne, Mm. hein, et c'est pas le but poursuivi. En tout cas, c'est comme ça que la plupart des personnes le ressentent. Ouais. Que c'est une liberté qui est retirée à la Voilà. personne. Limité, en Oui. tout cas. Hein. Et puis aussi, les questions, beaucoup, pas forcément l'intéressé, mais l'entourage, quel qu'il soit. Hein. C'est la mise sous tutelle, parce que c'est plutôt tutelle qui revient. Hein. Mhm. Vous allez nous bloquer sur l'argent. C'est vraiment les finances, hein, qui reviennent, notamment l'entourage proche. Hein. Mm. Alors qu'on n'est pas là pour bloquer l'argent. On est là pour permettre, bien sûr, à la personne de vivre dignement et de couvrir ses besoins. Bien sûr. Bien sûr, en fonction de ses capacités financières. Et surtout, on doit travailler avec l'entourage, les personnes en tout cas qui s'en occupent, qui sont là au quotidien, présents, parce qu'un mandataire judiciaire, un tuteur, un curateur, on n'est pas là H24, on ne vit pas avec le majeur protégé. Notre mission, c'est de la gestion et de l'accompagnement, de la gestion financière, de la gestion administrative, représenter la personne pour tous les actes de la vie civile. Mm. Hein. Et puis l'accompagnement, quand on voit que c'est pas à niveau la prise en charge, les besoins ne sont pas couverts. Hein. On accompagne l'entourage, mais on accompagne aussi le majeur protégé. Hein. Mais on n'est pas là pour priver encore plus et bloquer les choses. On est là pour aider. Justement, dans ce sens, Laurent, est-ce que la famille, par exemple, est-ce que les proches, est-ce que des amis peuvent refuser la tutelle mise sur telle ou telle personne, ou peut-être même la personne elle-même? Alors, ils ne peuvent pas refuser en sens où la décision appartient au juge. Mais tout va dépendre du type de tutelle mise en place et des situations pratiques. Dans tous les cas, il faut essayer de chercher le moyen de faire accepter la mesure par la famille. Parce que comme l'a dit très justement Madame Ching, le suivi quotidien de la personne sous tutelle, ça va souvent être la famille. C'est pas le tuteur qui va le nourrir, qui va le laver, qui lui apporte à manger, qui va l'amener chez le médecin. C'est les gens qui s'occupent de lui. Donc il faut vraiment distinguer deux cas de figure. Les cas de figure dont Madame Chin est en charge sont des cas de figure dans lesquels on a une famille qui n'est pas à même d'exercer la mesure. Donc ce sont toujours des cas dans lesquels, effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi une association tutélaire et pas un membre de la famille, Mhm. dans lequel l'environnement familial n'est pas parfait, pour toute une série de bonnes raisons. Lorsque c'est l'environnement familial qui prend réellement en charge la personne, à ce moment-là, le juge, naturellement, désigne un membre de la famille. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit la loi. La loi fixe un ordre de priorité qui est très clair.
Le tuteur naturel, si on est marié, c'est l'époux ou l'épouse. Si l'époux ou l'épouse n'est pas en situation de le faire, par exemple un couple de personnes âgées, pour les personnes âgées, le tuteur naturel, c'est un de ses enfants, ou plusieurs de ses enfants, puisqu'il peut y avoir des co-tuteurs. Si la personne est jeune, le tuteur naturel, c'est ses parents qui continueront à exercer une tutelle sur lui. C'est ce que j'allais dire finalement. C'est comme un Absolument. enfant qui a comme qui n'a plus de parents, il a un tuteur. C'est Donc là, le c'est un peu cas. la même chose. Très souvent, des enfants handicapés, le choix naturel, c'est que ce soit les deux parents qui soient co-tuteurs de leur enfant quand il a atteint 18 ans. On peut d'ailleurs demander une mise sous tutelle dès 17 ans, mais la mise sous tutelle ne rentrera en vigueur que le jour de ses 18 ans. Mais ça évite qu'il y ait un gap, ça permet d'avoir un mécanisme de représentation. Donc, dans tous les cas, il faut essayer d'avoir cet accord de la famille. Dans certains cas, il y a des désaccords au sein de la famille. Et le fait de désigner un membre de la famille va créer des disputes, va créer des tensions qui vont nuire éventuellement au bien-être de la personne protégée. Dans ce cas-là, on est obligé de chercher un tiers qui sera un peu arbitre. Et ce tiers, Madame Chin le sait mieux que personne, essaye en général de servir d'intermédiaire entre les différents membres de la famille. C'est-à-dire qu'il essaye, lui, parce qu'il est neutre, d'avoir une action qui va être acceptée par tous. Oui, le but, c'est pas de créer des dissensions, c'est de créer des dissensions. Et notamment pour les questions d'argent ou pour les disputes en matière de terre en Polynésie. Effectivement, le fait qu'il y ait un membre de la famille qui puisse avoir une forme de pouvoir tout d'un coup, grâce à cette possibilité d'agir au nom de la personne représentée, par exemple le père, propriétaire des biens fonciers, ça peut créer un certain nombre de tensions. C'est une des raisons, moi, qui m'amène parfois à choisir un professionnel, alors que, au fond, un des membres de la famille pourrait le faire, mais parce que ça entraînerait trop de disputes, trop de tensions. Bien sûr, c'est normal. Et puis, on le sait très bien, hein, des affaires de terre, des affaires d'héritage, des affaires d'argent, il y en a beaucoup. Et c'est pour cela que parfois, comme vous venez de le dire, il y a donc ce qu'on appelle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, hein, si je ne me trompe pas. Mais Michela, ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce qu'ils sont formés. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je suppose qu'il faut quand même avoir une certaine formation, que ce soit en droit, en comptabilité, en psychologie aussi. Tous ces éléments-là sont importants dans la formation de ces mandataires. Exactement. Juste avant, je voulais compléter les propos de Monsieur le juge. En tant que mandataire, tuteur, curateur, le premier contact, la première visite est la plus importante. Hein, c'est celle qui détermine la suite. Hein, comme disait Monsieur le juge, il faut instaurer une relation de confiance. On est étranger à la famille, on est tiers. Ils nous connaissent pas, ils ont peur, ils ont des craintes, ils ont des questionnements. Ils ont des appréhensions. Voilà. On a affaire à la majorité des personnes bénéficiaires de mesures de protection, des Polynésiens. Hein, et parfois, on a honte de dire nos problèmes quand on arrive, parce qu'on a une obligation de visite dans le lieu de résidence du majeur protégé et de faire un état des lieux, etc., un inventaire. Et de voir un peu, recueillir les données et voir, repérer, évaluer et voir qui sont les personnes ressources sur qui on pourrait s'appuyer pour travailler ensemble autour des besoins de la personne protégée. Mais c'est cette premier contact, cette première visite qui va déterminer à 90%, je dirais, la suite des événements et la relation de confiance. Hein, il y a des appréhensions de part et d'autre. C'est normal. C'est normal. Hein, c'est légitime, c'est normal. Mais et ça, on apprend. On apprend avec le terrain. Oui, la relation de confiance, voilà, est primordiale. Sinon, c'est plus compliqué. Et on y va humblement dans ces foyers. Ouais. Simplement, humblement et dérouler les choses, même si on voit que les personnes autour de nous n'entendent pas, ne sont pas d'accord, ce n'est pas grave. On a informé, on s'est présenté, c'est quoi nos missions, et on s'en va. Personne, tout le monde comprend le français, tout le monde réfléchit quand même, un minimum, et on revient à la suite. Mais ça doit être compliqué de faire ces missions, et on terminera là-dessus, surtout quand il y a des spécificités locales. Bon, il y a la barrière de la langue qui peut parfois bloquer, mais je pense surtout, et on terminera là-dessus Laurent, la spécificité de la distance géographique dans les îles, ça doit être beaucoup plus compliqué de pouvoir faire une intervention, par exemple pour une mise sous tutelle,
quand c'est dans des îles très éloignées. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis responsable que sur Tahiti et Moorea. Mais effectivement, dans les îles qui sont traitées par les sections détachées du tribunal, les Tuamotu-Gambier, les Marquises, eh bien, l'une des grandes difficultés, c'est que le juge des tutelles ne peut être saisi que par un membre de la famille ou un proche qui a un lien stable, et sur la base d'un certificat médical rendu par un médecin figurant sur une liste spécifique dressée par le procureur de la République. Donc il faut envoyer le médecin. Or, dans un certain nombre d'îles, Oui. on n'a pas de médecin figurant sur cette liste. Ce qui veut dire qu'il faut effectivement envoyer un médecin. Donc ça pose évidemment un problème logistique important. De même que si on veut en cours de mesure aggraver la mesure, puisque les renouvellements peuvent être faits par un médecin de famille, mais si on doit aggraver la mesure, là encore, il faut un certificat d'un médecin inscrit sur cette liste. Et vous savez quoi, ça permet une transition parfaite, puisque nous avons justement un médecin, Tote As, que nous avons pu recevoir dans vos questions express. On regarde ça en images. Yorana Tato, je suis Tote As. J'étais généraliste pendant 40 ans et maintenant je suis expert pour mettre les personnes sous tutelle ou sous curatelle. Moi, je m'occupe surtout de l'examen neuropsychologique, où on explore les différentes mémoires anciennes, mémoires immédiates, mémoires épisodiques qui concernent un événement affectif qui s'est produit dans leur vie. Il y a certaines personnes qui mettent un temps à décoder le message verbal, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas tout de suite. Il faut être très patient, prendre son temps et attendre, parce que souvent, il arrive à élaborer la réponse, mais il faut un certain temps. Ça, c'est un retard, simplement. Maintenant, il y a des personnes, la mémoire peut ressembler à un fichier avec plein de tiroirs. Il y a des personnes pour lesquelles il n'y a rien dans le fichier parce qu'ils ne magasinent plus les renseignements. Il y a d'autres personnes qui ont tout enregistré, mais il faut trouver la clé pour ouvrir le tiroir. C'est une comparaison que j'emploie assez facilement pour que les gens comprennent, quoi. Voilà. On fait différents tests, par exemple le test de l'horloge, le test des 5 mots pour explorer la mémoire immédiate. Il faut faire le diagnostic avec des maladies qui pourraient ressembler à ça, mais qui ne le sont pas. Parce que les gens présentent un retard pour parler, un retard exécutif pour faire les gestes. Mais si on prend son temps et qu'on fait les tests, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout la maladie d'Alzheimer. Donc c'est important parce que ce sont des gens qui peuvent encore exprimer leurs désirs. On nous amène des jeunes, par exemple, ou des personnes plus âgées, en général c'est plutôt des jeunes, qui ont des hallucinations, et ce qu'on appelle la schizophrénie, qui ont des hallucinations acoustico-verbales et qu'on a besoin de mettre en curatelle ou en tutelle parce qu'ils n'ont plus les capacités de réfléchir. Sans ça, le plus souvent, ce sont des personnes âgées qui ont, par exemple, l'Alzheimer, c'est ce qu'il y a de plus connu. Dans ce cas-là, il y a un bilan médical qui se fait chez le neurologue, c'est-à-dire des ponctions lombaires, des scanners de l'hippocampe. La mise sous tutelle, il faut bien comprendre ça, ce que j'explique à mes patients, c'est pour les protéger. C'est pour les protéger. J'insiste bien sur ce mot protéger. C'est ce qu'on appelle une sauvegarde de justice, quoi. Voilà. C'est ça le but, c'est pas de les rabaisser et de leur dire t'es plus bon à rien, voilà, quelqu'un d'autre prend ta place. C'est une chose qu'à retenir, c'est que premièrement, pour éviter, par exemple, l'Alzheimer, ça se soigne dès l'enfance, c'est-à-dire que l'enfant doit développer un capital synaptique, c'est-à-dire faire beaucoup de choses, par exemple, voilà, ça leur fait un capital synaptique et ça sera plus long après à les perdre quand il sera vieux. Et que deuxièmement, il faut soigner le plus vite possible, il faut faire un diagnostic le plus vite possible. Il y a des médicaments qu'on peut donner qui ralentissent vraiment l'évolution de la maladie. Merci beaucoup, Toteas, pour toutes ces informations, mais il est important de revenir sur un dernier point, à savoir, Laurent, les signalements. Oui, moi je ne peux être saisi que par des membres de la famille ou des proches. Donc les signalements qui peuvent être faits par les services sociaux ou par les médecins, eux doivent être adressés au procureur de la République. Et c'est ensuite le procureur de la République, après enquête, qui saisit le juge des tutelles. De toute façon, vous avez l'habitude. En fin d'émission, on vous donne le maximum de sites internet pour vous aider et ça tombe bien, on y est. On va poursuivre avec
www.justice.fr, ce site qui répond à 4 grandes questions, pardon. Tutelle ou curatelle, quelle différence? Comment faire une demande de tutelle ou de curatelle? Quels sont les effets de la mesure? La durée de la mesure, ça tombe bien, on en a parlé tout au long de cette émission et bien plus avec d'autres points importants comme l'habilitation familiale, la mesure d'accompagnement social personnalisé, la mesure d'accompagnement judiciaire et la sauvegarde de justice. En dernier site, vous avez service-public.gouv.fr. Un petit peu la même chose que le site précédent, mais avec des textes de loi et des références, des services en ligne et des formulaires, des questions, enfin des FAQ, et comment mettre fin à une mesure de tutelle d'un majeur, par exemple, d'autres questions qui peuvent être posées. Que se passe-t-il lors du décès de la personne sous tutelle? Des éléments qu'on n'a pas forcément pu voir aujourd'hui dans l'émission, mais ce site vous répondra. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci Laurent, juge des tutelles, d'avoir pu être présent aujourd'hui dans notre émission. Merci de m'avoir invité. Et puis merci aussi à toi Michela d'avoir été présent, de nous avoir apporté toutes ces informations. Merci beaucoup. Maururu Meitei Ito Tatu Faririr. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Parheyan, Yarana.